Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Croisée des chemins et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, commençons sans plus tarder par une mise à jour sur le plan d'aide de près de 2 billions de dollars de Biden. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que la Chambre reprendra la version du Sénat d'ici mercredi. C'est le seul projet de loi de lutte contre les virus à avoir été adopté sans aucun soutien républicain. Si la Chambre l'approuve, elle se rendra au bureau de Biden pour être promulguée. Selon les experts fiscaux, une fois que Biden l'aura signé, le gouvernement devrait pouvoir envoyer les chèques de 1 400 $ presque immédiatement. Certains pourraient voir des paiements directs dès cette semaine. Une vaste entreprise est le crédit d'impôt pour les enfants. Biden l'augmente d'1 millier de dollars, elle est maintenant de 3 000 $ par enfant. Les contribuables ayant des enfants de 17 ans ou moins recevraient des paiements mensuels. Toutes les familles de contribuables qui gagnent moins de 2 000 $ devraient pouvoir demander le crédit total. Mais selon l'experte fiscale Nina Olson, le fait de déterminer si les enfants vivent effectivement avec leurs parents pourrait retarder ces paiements. Abordons à présent la crise frontalière croissante. Le ministère de la Sécurité intérieure demande à son personnel d'aider le service des douanes et de la protection des frontières à faire face à l'afflux massif de migrants à la frontière des États-Unis et du Mexique. Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, envoie la demande, Biden niant l'existence d'une crise. Mayorkas a demandé via un courrier à son personnel de demander l'aide à la frontière. Plusieurs organes de presse disent en avoir eu une copie. Mayorkas déclare « Vous avez probablement vu les nouvelles concernant le nombre croissant de migrants qui cherchent à accéder à ce pays le long de la frontière sud-ouest. C'est ce qu'on appelle la force volontaire. » Mayorkas note qu'une tactique similaire a été mise en œuvre en 2019 lors de la crise frontalière du printemps et de l'été. L'administration Trump avait mis en place un certain nombre de politiques pour faire face à la situation. Bien que certains aient critiqué ces politiques comme étant sévères, le nombre de migrants qui ont traversé la frontière a diminué de façon drastique. Le premier jour de son entrée en fonction, Biden a signé des décrets annulant plusieurs des politiques d'immigration de l'administration Trump. Il dit vouloir légaliser 11 millions d'immigrants illégaux. Les experts affirment que les politiques d'immigration de Biden attirent les migrants et alimentent une crise. Biden affirme qu'il n'y a pas de crise à la frontière. Il dit, je cite, « Nous serons en mesure de la gérer ». L'ancien directeur de l'ICE, Thomas Homan, affirme que Biden a fait de tout le pays une juridiction sanctuaire. Il dit que les migrants savent qu'ils ne seront pas expulsés s'ils peuvent passer la frontière. Les patrouilles frontalières signalent près de 80% d'incidents supplémentaires par rapport à la même période l'année dernière. Un shérif du Texas affirme que l'administration Biden fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans l'histoire des États-Unis. Elle contacte les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et les encourage à reposer leur candidature. Selon le chef texan Louderback, la frontière sud des États-Unis est plus ouverte qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire des États-Unis. Il déclare, je cite, que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un gouvernement fédéral retourne vers les demandeurs d'asile rejetés depuis 1 an pour les ramener aux États-Unis et leur permettre de représenter une nouvelle demande. Louderback est le shérif du comté de Jackson. Il se trouve sur la principale route migratoire de l'Amérique centrale qui passe par la vallée du Rio Grande et se rend à Houston. Il déclare que la frontière était plus sûre qu'elle ne l'était depuis un demi-siècle, en partie grâce au programme de Trump resté au Mexique. Mais M. Louderback affirme que M. Biden a complètement changé cela et laisse entrer les migrants dans le pays qui demandent l'asile ou non. Le shérif dit que depuis 3 semaines, plus d'1 millier de personnes par jour traversent la vallée du Rio Grande pour entrer dans le pays. Et il ajoute que les migrants doivent payer 250 $ américains au cartel du Golfe pour se rendre à la frontière. Louderback fait le calcul en disant, je cite, « C'est un quart de million de dollars par jour qui sert à financer ce cartel pour de futures violences et pour améliorer à l'avenir toutes les choses criminelles qui se passent ici au Texas, aux États-Unis. » Donc fondamentalement, vous savez, ce que nous avons fait, c'est promouvoir cela
et nous permettons au cartel de se financer, de s'enrichir aux dépens de ces personnes. » Fin de citation. Selon M. Louderback, les Américains devraient s'en inquiéter et un tollé public peut contribuer à la résolution du problème. Le Texas envoie des troupes à la garde nationale à la frontière pour mettre fin aux opérations de contrebande. Le représentant du Texas, Dan Crenshaw, s'est récemment rendu à la frontière. Il affirme qu'il y a un énorme pic de migrants et que la situation est instable. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a lancé samedi un programme qui prévoit le déploiement de troupes de la garde nationale de l'État pour sécuriser la frontière. L'effort est appelé Operation Lone Star et travaille en collaboration avec le département de la sécurité publique de l'État pour déployer des moyens aériens, terrestres, maritimes et tactiques à la frontière. L'objectif est d'empêcher les organisations criminelles mexicaines de faire entrer clandestinement des drogues et des personnes dans l'État. M. Abbott a fait part de ses commentaires aux médias samedi dernier. Il a dit, je cite, « Mais le Texas n'est pas le seul organisme à prendre des mesures pour sécuriser la frontière. » Un groupe de législateurs républicains à Washington presse Biden de reconnaître officiellement la gravité de la crise et de la situation. Il lui demande de rétablir l'urgence nationale de Trump concernant la crise frontalière. Cette demande intervient quelques semaines après que Biden ait mis fin à l'urgence nationale de Trump qui était en place depuis 2 ans déjà. Leur rapport avertit que plus de 100 000 enfants non accompagnés pourraient traverser la frontière cette année et qu'ils voyageront parmi les trafiquants d'êtres humains et de drogue pour arriver jusqu'ici. L'Arizona et le Montana ont également entamé une action en justice pour bloquer la nouvelle réglementation de l'administration Biden en matière d'immigration. Les États se disent préoccupés par ces changements. Les nouvelles règles limiteraient la capacité de l'ICE à détenir certains migrants illégaux, sauf s'ils représentent une menace pour la sécurité nationale ou s'ils sont entrés par la frontière après le 1er novembre ou s'ils ont commis des crimes aggravés. De son côté, l'administration Biden affirme que les règles n'empêchent pas d'arrêter ou d'expulser des personnes, mais les agents sur le terrain devront demander l'autorisation systématiquement de leurs supérieurs pour arrêter des personnes en dehors des cas susmentionnés. Le procureur général de l'Arizona, Mark Brnovich, a déclaré dans un communiqué « Libérer aveuglément des milliers de personnes, y compris des criminels condamnés et ceux qui pourraient propager le virus Covid dans notre État, est à la fois inadmissible et une violation de la loi fédérale. Il faut y mettre un terme maintenant pour éviter une crise humanitaire dangereuse pour les immigrants et pour les habitants de l'Arizona. » Fin de citation. Le procureur général du Montana, Austin Knudsen, s'est joint à la poursuite en disant « Le trafic de méthamphétamine dans le Montana par les cartels de la drogue mexicaine a ravagé notre État. Le problème ne fera qu'empirer si l'administration Biden continue à autoriser les criminels à rester dans le pays. » Ajoutant « Faire respecter nos lois sur l'immigration et contribuer à la sécurité des Américains est l'une des fonctions les plus importantes du gouvernement fédéral. L'administration Biden manque à sa responsabilité fondamentale envers les Américains. » Fin de citation. Les 2 États ont demandé une injonction préliminaire visant à bloquer l'entrée en vigueur de la réglementation. Et nous passons maintenant à New York, où le gouverneur M. Cuomo fait face à une résolution de destitution de l'État. Les républicains de l'Assemblée de l'État de New York ont annoncé lundi une résolution de destitution contre le gouverneur Cuomo. Le chef de la minorité de l'Assemblée de l'État dit qu'il pense que le temps est venu, affirmant que le gouverneur a perdu sa crédibilité et sa confiance et qu'il est incapable de diriger l'État. Dans son scandale des maisons de retraite, il est accusé d'avoir sous-déclaré les décès dus au virus dans les maisons de retraite. Et dans son scandale de harcèlement sexuel, il y a au moins 5 femmes qui ont accusé Cuomo de se comporter de manière inappropriée à leur égard. Cuomo a juré de démissionner à la suite de ces 2 scandales. Pour le mettre en accusation, il faut un vote majoritaire à l'Assemblée de l'État et une majorité des 2/3 au Sénat de l'État. Le plus puissant New-Yorkais du Congrès, le leader de la majorité au Sénat américaine, Chuck Schumer, a déclaré dimanche qu'il soutenait une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur de New York, M. Cuomo, faite par 5 femmes. Schumer a qualifié ces accusations de profondément troublantes. Il a également déclaré qu'il soutenait une enquête en cours menée par le procureur général de New York, Letitia James,
Dans les dernières accusations portées contre le gouverneur démocrate, le Wall Street Journal a rapporté samedi qu'une ancienne assistante, Annalise, a déclaré qu'en 2014, Cuomo la saluait parfois avec une étreinte et des baisers sur les 2 joues, l'appelait chérie, lui baisait la main et lui demandait si elle avait un petit ami. Le Washington Post a rapporté samedi qu'une ancienne attachée de presse, Karen Hilton, a déclaré qu'en 2000, Cuomo, alors qu'il était secrétaire fédéral du logement sous le président Bill Clinton, l'avait embrassé intimement dans une chambre d'hôtel après un événement professionnel. Ces nouvelles accusations ont fait surface après que les 3 femmes aient accusé Cuomo de les harceler sexuellement ou de faire des remarques inappropriées. Il a nié toute conduite et s'est engagé à coopérer à l'examen du bureau de James. Cuomo, qui a rejeté les appels à la démission qui avaient été lancés par certains sénateurs de l'État démocratique, a également eu du mal ces dernières semaines à répondre aux accusations selon lesquelles son administration cherchait à minimiser le nombre des résidents de maisons de retraite tués par la Covid. Et dans le Michigan, le gouverneur Gretchen Whitmer ressent lui aussi une certaine pression. Le procureur du comté du Michigan, Peter Lucido, a déclaré que le gouverneur pourrait être poursuivi au pénal pour sa gestion des patients en soins de longue durée pendant la pandémie. Il a déclaré lundi à une station d'information locale qu'il appelait les personnes ayant perdu des proches à retourner dans les maisons de retraite pour essayer d'obtenir des informations sur ces décès. De cette façon, elles pourraient déposer une plainte pénale auprès de la police. Le bureau de Whitmer a publié une déclaration à la sortie qualifiant les commentaires de Lucido d'attaques politiques honteuses basées sur aucun fait ou réalité. Fin de citation. 8 législateurs républicains du Michigan ont récemment publié des lettres appelant à une enquête complète sur le gouverneur Whitmer. Ils affirment que sa politique de plaques tournantes régionales dans les maisons de retraite a entraîné des décès qui auraient pu être évités. Dans cette lettre, les législateurs affirment que la politique de centre régional du gouverneur Whitmer a placé des patients avec et sans Covid dans les mêmes établissements et a peut-être exacerbé le nombre de décès dans ces établissements. Ils soulignent les divergences dans les façons dont les infections et les décès dus au Covid ont été signalés par les maisons de retraite. Si un patient était testé positif après son transfert à l'hôpital, certaines maisons de retraite ajoutaient ce chiffre, d'autres non. Les législateurs disent qu'ils soupçonnent que quelque chose de similaire se soit produit lorsqu'il s'est agi de signaler les décès après les transferts. Et avant de conclure aujourd'hui, il semble que nous vivions une époque polarisée où toutes les parties s'affrontent. Les hommes contre les femmes, les noirs contre les blancs, les riches contre les pauvres. Mais comme l'a écrit un jour le prix Nobel Alexander Sloviny, si seulement tout était aussi simple, si seulement il y avait des gens mauvais quelque part qui commettraient insidieusement des actes malveillants et s'il suffisait de les séparer du reste d'entre nous et de les détruire. Mais la ligne de démarcation entre le bien et le mal traverse le cœur de chacun d'entre nous, de tout être humain. Et qui serait prêt à détruire un morceau de son propre cœur? À méditer. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.